Nous sommes le mardi 2 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Oui, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Merci d'être des nôtres. J'espère que vous allez bien ce matin. En studio avec moi, deux filles qui ont l'air de très bien aller. Julie-Jasmine Boudreau et Véronique Mirand. Bonjour à vous deux. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Véronique, ensemble, on va évidemment faire le tour des prévisions de la météo. Mais si on se résumait un petit peu ensemble, le mois de novembre, là, ce mois. C'est terminé. Ben enfin. Oui. Un mois qui un mois gris, mettons. Un mois qui a été gris. Écoutez, moins de la moitié des heures d'ensoleillement mensuel pour la plupart des régions au Québec. Alors, un mois gris, assurément. Un mois neigeux aussi. Montréal qui a reçu plus que le double de la normale côté neige. Sept-Îles, Saguenay, Val-d'Or, 50 % de plus. Il y a Sherbrooke, Gaspé, Gatineau qui en ont eu un petit peu moins que la normale. On a égalé un record à Montréal avec le nombre de jours où il est tombé de la neige. Il a neigé 13 jours durant le mois de novembre. Dans un mois de novembre régulier, d'habitude, c'est autour de 5. Alors, beaucoup de jours sous la neige et côté température, sous les normales pour la plupart des régions du sud du Québec. Il n'y a que les secteurs de la Gaspésie, de la Côte-Nord qui ont eu 1 degré de plus que la moyenne. Donc, froid concentré au sud, plus de neige que la normale, plus de gris que la normale. On tourne la page. Décembre est commencé et ça commence dans le froid. Ça commence, oui. Hier, je suis allé prendre une marche hier soir, puis je me suis souvenu d'une discussion. Vous avez regretté l'idée? Non, j'ai pas regretté. Mais j'étais bien habillé. Je me suis souvenu de deux mots que vous avez prononcés la semaine dernière. Vortex polaire. Le voici, le voilà. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? On va vous donner tous les éléments de réponse avec les prévisions détaillées dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine, on va se parler ensemble plus tard à l'émission de ce documentaire. C'est un documentaire, oui, de France Baudouin sur l'effet de la musique sur les personnes qui sont atteintes de démence, particulièrement d'Alzheimer. Exactement. Pourquoi, en fait, cette musique-là vient raviver des souvenirs? Quel est le chemin dans le cerveau qui se fait? On parle des bienfaits notamment, mais du pouvoir aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être penser travailler en prévention auprès de certaines personnes qui commencent à avoir des signes, par exemple? Alors, on parle de troubles cognitifs. Des gens qu'on voit très peu dans l'espace médiatique aussi. Alors, le fait de s'y attarder, il y a quelque chose de très beau là-dedans, très touchant, bien sûr. Et bien, le pouvoir de l'art ne fait que se confirmer avec ce genre de documentaire-là. J'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai eu les yeux très, très humides très, très souvent pendant ce documentaire. On y revient un peu plus tard à la fin de l'émission avec vous. Olivier Pellerin vient de faire son entrée en studio au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Parlons du joueur de ligne offensif des Alouettes, Pierre-Olivier Lestage, qui va demeurer à Montréal pour les 3 prochaines saisons. C'est officiel. Oui, c'est officiel. Ça a été confirmé par les Alouettes de Montréal dans cette entre-saison qui est assez chargée pour Danny Machocha et le personnel qui dirige l'équipe parce qu'il y a plusieurs contrats à faire signer. Pierre-Olivier Lestage en était un de ces dossiers importants, je pense, pour Danny Machocha parce que talent local, parce que joueur aussi qui comprend très bien la culture de l'équipe. Et il sera donc pour les 3 prochaines années jusqu'en 2028. Et on comprend très vite que Pierre-Olivier Lestage n'a pas vraiment voulu regarder ailleurs. On a parlé du contrat de Mike Matheson récemment, contrat de 5 ans, 30 millions pour le Canadien de Montréal. Mike Matheson disait que la stabilité de sa famille, de demeurer à Montréal, d'être près de sa famille parce qu'il est originaire d'ici, donc de Montréal, de la région de Montréal, du Québec, c'est important pour lui et ça a pesé lourd dans les négociations. Bien, vous allez comprendre que pour Pierre-Olivier Lestage, ça a été aussi un dossier très important pour lui. On l'écoute. Moi, je voulais une 3 ans, c'est sûr. C'était important pour moi de jouer pour 3 ans, d'avoir un petit peu la paix d'esprit, de ne pas avoir à dealer à chaque année avec un contrat. Si j'ai laissé de l'argent sur la table, moi, comme je dis, je voulais jouer pour les Alouettes. Je ne me voyais pas vraiment jouer pour une autre équipe. Fait que d'aller voir le marché ou de voir qu'est-ce qui était disponible, c'était pas vraiment une option pour moi. Fait que je suis vraiment juste content d'avoir ce que j'ai eu, puis je regarde pas trop les autres, honnêtement. Et c'est un joueur aussi qui était sur l'équipe d'étoiles de la Division Est, donc un joueur important. Et souvenez-vous aussi que Davis Alexander, qui a connu une première vraie saison comme partant, oui, avec quelques blessures, mais quand même, en a montré du très beau football. Il y a quelque chose, il y a de quoi construire ici à Montréal avec l'équipe. Et c'est pourquoi aussi Pierre-Olivier Lestage voulait demeurer à Montréal. Et j'ai l'impression aussi que les Alouettes de Montréal voulaient avoir une ligne offensive aussi qui sera capable de protéger Davis Alexander, qui est, oui, très mobile, mais qui devra à l'occasion peut-être demeurer dans la pochette. Et donc, voilà un dossier réglé pour
un autre dossier réglé pour Danny Machocha. Parlons du Canadien de Montréal qui reprend l'action ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa et peut-être une belle occasion pour l'équipe de poursuivre sur cette lancée. Ça a été un bon voyage dans l'Ouest, là, sauf pour ce match contre les Nordiques, évidemment. Oui, ce match contre les Nordiques a perdu 7-2. Évidemment, c'est l'Avalanche qui avait le chandail des Nordiques. Oui, exactement. Ça a été une dégelée donc pour ce dernier match de ce voyage de 3 rencontres pour le Canadien de Montréal, mais quand même contre les Golden Knights et contre le Mammouth de l'Utah, ça a été 2 belles victoires pour relancer peut-être un peu le Canadien après cette victoire qu'ils avaient obtenue aussi contre les Maple Leafs de Toronto. Donc hier, à l'entraînement, on a tiré beaucoup de positifs de ce voyage et on veut poursuivre maintenant qu'on est à la maison, de retour à la maison contre les Sénateurs d'Ottawa qui sont devenus un peu les nouveaux Maple Leafs de Toronto pour le Canadien, puis pour Montréal, je dirais une sorte de rivalité naturelle qu'on retrouve. Et donc, d'avoir ce match ce soir sera important pour poursuivre sur cette lancée et poursuivre sur ces acquis que le Canadien a fait au cours des dernières semaines. C'est Samuel Montembeault qui sera devant le filet et c'est justement lui qui en a parlé hier de cette rivalité. On l'écoute. Depuis que je suis arrivé ici, c'est souvent des matchs physiques, des matchs intenses. Puis au Centre Bell, c'est sûr que ça va être le fun ce match-là. Puis nous, on revient d'une défaite, donc ça va être important de rebondir. Puis je pense que c'était, comme j'ai dit, ça va être un match physique. Donc si tu rentres le début du match, puis c'est un bon match pour revenir après. Et donc, voilà, match qui aura lieu ce soir. Puis on pourra s'en reparler demain pour voir justement si cette séquence se poursuit pour le Canadien de Montréal et si cette rivalité était haute en couleur comme on l'annonce pour ce soir. Montréal-Ottawa, donc ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Alors, le tour des prévisions de la météo. Oui, ce froid qui s'installe est confirmé jusqu'à la fin de la semaine. Bon bout. Il y aura peut-être un léger assouplissement demain, mais un autre creux à venir jeudi soir. Donc, on y va avec des températures ce matin. Là, ce qui vous attend à l'extérieur, il fait -7 au centre-ville. Mais ça varie entre -11 et -15 vers l'Estrie, Laurentide, Lanaudière, Québec, le secteur de l'Outaouais. Et ce sont les grands centres. Donc, probablement quelques municipalités ailleurs vont regarder votre thermomètre chez vous. Un peu plus froid que ça, assurément. Pas trop de vent, mais quand même un petit refroidissement éolien entre -12 et -16. Alors, je pense que c'est vraiment la tenue d'hiver qui s'impose. Les températures de jour aujourd'hui, c'est du -5 à -7. Alors, ça ne va pas bouger énormément. Faible neige, oui, qui commencera tranquillement ce matin. Très, très faible, 1 centimètre ou 2, peut-être jusqu'à 3, secteur de Montréal. Vers l'Estrie, il y en aura un peu plus. On parle de 2 à 5. Les montagnes près de la frontière américaine, on pourrait aller chercher un 5 à 10 de ce côté-là. Ça s'estompe au cours de l'après-midi. Il y aura peut-être même quelques éclaircies vers l'Outaouais. Demain, ça demeure plutôt nuageux en général. Peut-être quelques éclaircies tôt le matin, mais en général, les nuages dominent. Un flocon ou 2 assez perdu, mais pas d'accumulation demain. Quand on parlait de remontée des températures, c'est qu'au lieu de -6, ce sera -3 à Montréal le maximum demain. Donc, ça variera quand même entre -3 et -6. Québec, -8 demain. L'Outaouais, on sera près de 0. Et jeudi, il y a d'autres neiges à venir. On parle d'un 2 à 4 cm. Et une fois que cette neige-là sera passée, le mercure va chuter. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, -15 à -17. Les premiers -10 en moyenne 30 novembre sur le sud du Québec. On n'a pas encore touché la barre du -10 à Montréal, donc ça pourrait se faire assurément dans la nuit de jeudi à vendredi. Sinon, c'est sous la faible neige que ça se passe pour l'Abitibi aussi. Aujourd'hui, ça devrait cesser en mi-journée. -4, c'est le maximum. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, faible neige aussi. Cessant en après-midi pour le Bas-Saint-Laurent, débutant en après-midi vers la Gaspésie. Les températures de l'ordre de -6 à -10 degrés. Pas chaud non plus sur le nord de l'Ontario, -3, -4. Sous les nuages, principalement, quelques flocons. Flocons fondants, Toronto, Windsor ce matin, surtout des nuages par la suite. 1 degré, c'est le maximum. On sera autour de -3 à Ottawa, sous la faible neige. Là aussi, ça peut laisser une trace, 1 centimètre ou 2. Dans l'ouest, à Vancouver, ça deviendra variable, mais pour l'instant, il y a encore une probabilité d'averse et du brouillard ce matin. Autour de 7 comme maximum. Le froid gagne aussi les prairies. Edmonton et Calgary, le mercure serait tout près du point de congélation ou même légèrement au-dessus en début de journée. Il sera à la baisse, -7, -8 en fin d'après-midi. On a cette faible neige intermittente aussi. Faible neige, vent et poudrerie sur le sud de la Saskatchewan. Chute des températures, -13 en fin de journée. Et autour de -10 sur le sud du Manitoba avec un 2 à 4 cm de neige. Alors, le mot froid et neige commence à faire son apparition dans les prévisions. Et décembre promet d'être un mois plus neigeux que pluvieux. Normalement, on a quand même 42 mm de pluie en décembre. Oui, c'est ça, toujours des redoux à un moment donné qui viennent un peu annuler les efforts de la neige de Noël. Voilà, mais là, on devrait avoir un petit peu plus de neige que de pluie. Voilà. Merci Véronique. Bonne journée. Salut, bonne journée.
Allons-y avec la revue de presse, en commençant par le Journal de Montréal de ce matin qui continue à s'intéresser à la course à la chefferie du Parti libéral. D'autres textos troublants, titre le journal, qui nous apprend qu'un entrepreneur a donné 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez en juin à la demande d'un homme d'affaires et ami qui lui avait fait miroiter des faveurs en retour. Et on a un extrait, effectivement, des textos échangés. Essentiellement, ce qu'on comprend être donc une personne au Parti libéral, ou en tout cas un homme d'affaires qui appuyait Pablo Rodriguez à la course. Il dit, peux-tu me faire une faveur? Je soutiens mon ami qui est dans la course pour le Parti libéral. Son nom est Pablo, mais je ne peux pas donner plus que 500 $. Je dois trouver des gens qui habitent au Québec et qui pourraient donner. Serais-tu capable de lui donner 500 $? Je peux te l'envoyer. Et on comprend aussi dans le texto que la dernière phrase, c'est « Espérons qu'il entre au gouvernement et si ça se produit, on va faire entrer ta compagnie au gouvernement aussi ». L'entrepreneur, le Journal de Montréal a parlé à l'entrepreneur en question qui a finalement accepté de donner de l'argent pour la course à la chefferie du Parti libéral, à Pablo Rodriguez, donc à sa campagne. Il a requis l'anonymat par crainte de représailles. L'entrepreneur a aussi précisé au journal qu'il croyait qu'il allait être remboursé, donc en quelque sorte servir de prête-nom, de se faire rembourser par son ami, mais ne l'a pas été finalement directement. L'entrepreneur interrogé par le journal dit « C'est pas grave, de toute façon, on a fait des soirées. Il m'a payé plein d'autres affaires. » Donc, à lire dans le Journal de Montréal, rien n'indique, ceci dit, précise le quotidien, que M. Rodriguez et son équipe de campagne étaient au courant de cette pratique. Pas possible non plus de savoir si cet événement est isolé ou non, ou si l'homme d'affaires était réellement en mesure d'aider l'entrepreneur en question qui a donné le 500 $ à la course de Pablo Rodriguez. Donc, de nouvelles révélations qui risquent de faire jaser aujourd'hui. Toujours dans le Journal de Montréal, on parle de 40 cliniques médicales menacées de fermeture en raison de la nouvelle loi de la CAQ. Au cours du dernier mois, lit-on dans le journal, il y a des dizaines de cliniques et de groupes de médecine familiale qui ont indiqué qu'elles envisagent de fermer. C'est une recension faite par le journal. Elles craignent de manquer de revenus ou encore de médecins qui veulent y travailler. On donne l'exemple d'un GMF à Hudson, c'est en Montérégie. La clinique existe depuis 1978 et a annoncé sa fermeture au 1er avril, se disant incapable de renouveler son bail. Donc, c'est aussi à lire dans le Journal de Montréal. Le Devoir, ce matin, nous parle du théâtre, un manque d'argent qui perdure au théâtre. Il y a plusieurs compagnies qui ont programmé cette saison, plusieurs compagnies programmées dans des théâtres importants, qu'on pense au théâtre d'aujourd'hui, à l'Espace Go ou au Périscope, qui n'obtiennent finalement pas leur subvention de production. Elles ne peuvent pas donc compléter leur budget, nous dit le Devoir. Certaines choisissent carrément d'annuler des représentations. D'autres ont décidé d'aller de l'avant à leurs frais. Donc, état de situation en une du Devoir de ce matin. Dans le Globe and Mail, on revient sur ce remaniement ministériel, mini-remaniement, dirons-nous, étant donné le départ de Stephen Guilbeault, bien sûr, du Conseil des ministres. Donc, deux ministres prennent la charge de travail, si vous voulez, de M. Guilbeault, Mark Miller et Joel Lightbound. Donc, vous pourrez retrouver ça en une du Globe and Mail, qui s'est également rendu en Syrie 1 an après la chute du régime Assad. On nous dit que les Syriens sont de nouveau craintifs et divisés. C'est Mark McKinnon qui s'est rendu. Il a passé 10 jours en reportage en Syrie. Il dit que la peur, elle est revenue. Peut-être qu'elle n'est jamais vraiment partie dans les faits. La chute soudaine du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre avait été accueillie dans l'allégresse à Damas, mais aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui craignent de parler, des citoyens qui continuent de s'inquiéter de savoir qui pourrait les écouter, quelles pourraient être les sanctions pour avoir dit, par exemple, les mauvaises choses. Donc, encore un certain climat de peur et d'inquiétude et de crainte qui règne en Syrie. Vous pourrez lire ce compte-rendu dans le Globe and Mail de ce matin. Et je termine en vous parlant de la presse qui nous parle de vols et de bagarres qui excèdent des commerçants à Laval, pas à Laval, à Brossard, au sud de Montréal. Des commerçants qui sont exaspérés de comportements violents d'une école secondaire dans ce coin-là, l'école Antoine Brossard. Depuis la rentrée, le service de police de l'agglomération de Longueuil est intervenu à 25 reprises près d'un centre commercial où des centaines d'adolescents s'attroupent tous les jours, donc à l'heure du midi, à lire en une de la presse, entre autres, ce matin. Et en une du site Internet de Radio-Canada.ca, on lit la GRC ne fait pas confiance à ses 973 drones chinois. Et c'est ce dont Jean-Philippe Robillard va nous parler. C'est un texte de notre collègue Daniel Leblanc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour maître. Oui, c'est ça. Donc on comprend que le Canada a acheté des drones chinois, mais il semble que la GRC ne leur fait pas confiance et même limite leur utilisation. Oui, et en fait, les utilise uniquement pour des opérations de nature non délicate parce que selon la GRC, ces appareils qui ont été fabriqués en Chine, vous l'avez dit, représentent
présentent des risques élevés selon la police fédérale pour la sécurité en raison de leur pays et d'origine. Alors, ce qui fait que la GRC s'en sert essentiellement, Mathieu, dans des opérations de routine, là, comme par exemple dans les enquêtes pour retrouver des personnes disparues ou encore pour localiser des véhicules volés. Mais la GRC ne les utilise jamais là, pour les activités de ces groupes tactiques d'intervention, pour la protection également des personnes de marque comme les élus ou encore les dignitaires étrangers qui viennent ici au pays, ou encore ne les utilise pas non plus dans des opérations en collaboration là, avec les autorités américaines, là, les opérations, par exemple, de surveillance à la frontière. Des experts trouvent que c'est légitime, comprennent les craintes de la GRC. On écoute Igal Ben-David. Lui, c'est un expert en gestion des opérations à l'Université du Québec à Montréal. La préoccupation est légitime et par prudence, oui, je veux dire par principe de précaution, il faut faire attention. N'importe quel objet connecté pose des questions de failles sécuritaires. N'importe quel objet. Alors après, les failles sécuritaires, elles sont à plusieurs niveaux. Et toutes ces questions techniques qui sont posées, chacune de ces questions, si elle n'est pas maîtrisée de bout en bout, elle constitue une faille sécuritaire. Et Jean-Philippe, il y en a quand même beaucoup de ces drones chinois au sein de la flotte, disons, de la GRC. Oui, vous l'avez dit tantôt, il y en a 973. Ouais. Et ça, Mathieu, ça représente 80 de tous les drones que possède la GRC et qu'elle utilise donc de façon restreinte pour ses opérations. Pour ses opérations les plus délicates, ce que fait la GRC, c'est qu'elle dispose de drones provenant de la France, de la Belgique et des États-Unis. Donc, c'est 20 de sa flotte qu'elle utilise donc pour les opérations les plus particulières, comme par exemple, comme je disais tantôt, pour surveiller des dignitaires étrangers qui sont de passage ici au pays. Le remplacement de ces drones chinois, selon les évaluations, les estimations de la GRC, ça pourrait coûter plus de 30 millions de dollars. Et un des problèmes, là, selon la police fédérale, c'est que les drones qui sont fabriqués en Chine coûtent environ 2 fois moins cher que ce qui est fabriqué à l'étranger, que ce soit en Europe ou encore aux États-Unis. Intéressant dossier. Donc, Jean-Philippe Robillard, merci beaucoup. Merci, au revoir. Comme des centaines de milliers de personnes, j'ai autour de moi des proches qui vivent avec l'Alzheimer ou encore avec des troubles neurocognitifs. Ils commencent par perdre les mots, puis en plus de perdre les mots, ils perdent la mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'un proche se souvient pas de ton nom, se souvient pas que t'es passé 2 minutes après être parti, mais il ou elle est capable de chanter toutes les paroles d'une chanson? Oui, j'ai souvenir encore, c'est le nom du documentaire. Effectivement, on entendait, vous l'avez sans doute reconnu, France Baudouin, qui s'interroge dans ce documentaire-là, qui a fait toute une démarche au sujet des bienfaits, l'impact des bienfaits de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs. Et ce sera diffusé, c'est ce soir. Ce soir, 20h, ici, télé. J'ai souvenir encore en référence à cette magnifique chanson de Claude Dubois. Et elle pose 2 très bonnes questions, Mathieu. Quel est le pouvoir de la musique sur les gens atteints d'une maladie cognitive? Et est-ce que ça peut devenir un moyen de communication? Et si oui, comment l'utiliser? Donc, d'entrée de jeu, elle ouvre avec ces 2 grandes questions-là. Et pour arriver à vraiment exposer sa démarche ou à trouver des pistes de réponse, elle a toute une cueillette. Mais une de ces cueillettes riches, des données, des réactions, de l'information auprès des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des personnes atteintes aussi et leurs familles. Alors, ça donne vraiment tout un éventail. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les recherches prouvent que la musique a de multiples vertus, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle joue sur les paradoxes. Par exemple, elle va apaiser un bénéficiaire qui est un peu agité, par exemple, lorsqu'on lui met de la musique, et en même temps, ça va stimuler certaines zones du cerveau qui peuvent être la communication, par exemple. Tu sais, quand je dis les paradoxes, apaiser et stimuler. Alors, il y a peu de médicaments qui font ça à la fois. C'est ce qu'explique justement une professeure titulaire de l'Université de Montréal. Et d'ailleurs, on a fait participer à ce documentaire-là, la chorale d'En direct de l'univers. Et si vous... En tout cas, vous allez le voir ce soir, là, si vous écoutez bien sûr le documentaire, le regard des bénéficiaires qui s'illumine et ils chantent chaque mot, alors que certains d'entre eux ne parlent très peu ou même certains ne parlent plus du tout depuis déjà des mois ou même des années. Alors ça, là, je vous le dis, là, c'est vraiment
très, très spécial, très particulier. Et on essaie aussi toutes sortes de choses, comme par exemple mettre un casque de réalité virtuelle pour sortir le bénéficiaire de son environnement et lui faire vivre un concert musical instrumental. Et c'est probable parce qu'un concert de 15 minutes, ou en fait, je pourrais dire une exposition prolongée, le résultat, c'est que les patients ressentent moins de douleur physique. Là, on était dans un centre de courte durée, par exemple. Alors, et que c'est surtout aussi l'écoute prolongée d'une musique significative, c'est-à-dire qui est rattachée directement aux souvenirs propres de la personne, à quel point ça va venir avoir un impact sur l'humeur, sur le stress, qui sont 2 facteurs liés aux troubles cognitifs. Donc, quand je vous dis que c'est riche, là, on survole vraiment toutes sortes de pans. Il y a beaucoup d'humanité dans ce documentaire-là. Et ce qu'il y a de plus beau, je pense, c'est de pouvoir voir des proches reconnectés avec leurs parents. Ça, vraiment... On a l'impression, à l'instant d'un moment, de les retrouver. Exactement. Comme on les connaissait avant la maladie. Exactement. Alors, et le regard sur la suite, quel est-il? Ça, je trouve ça intéressant. On l'aborde aussi. On connaît notre système de santé, de la façon dont il est fait. Bon, est-ce qu'on a tous les moyens? Est-ce qu'on veut se les donner? Ça, je pense que la réponse est entre les mains des gouvernements, bien évidemment. Mais il y a une suggestion à la fin. Ça dit, si vous allez voir un proche qui est atteint d'une maladie cognitive, pas de fleurs, pas de cadeaux, juste une liste d'écoutes de musique qu'il a aimée. Alors ça va faire une différence. J'ai souvenir encore 20h ce soir et c'était les manquez pas ça. Manquez pas ça, effectivement. Ce documentaire de France Baudouin. Défiant la censure dans son pays, il y a un cinéaste iranien, Jafar Panahi, qui est condamné à 1 an de prison. C'est ça, lui, c'est le lauréat de la plus récente Palme d'Or à Cannes. On dit 1 an de prison pour des activités de propagande contre l'État. C'est ce qu'a fait savoir hier son avocat. C'est accompagné aussi d'une interdiction de voyager pendant 2 ans. Et ça, ce qui est particulier, c'est que Panahi était à New York hier soir dans le cadre d'une célébration du cinéma indépendant. Ça s'appelle les Gotham Awards, qui est une soirée de récompense. Et il a remporté 3 prix. Alors, et l'un de ces prix, il l'a dédié aux cinéastes indépendants d'Iran et du monde entier. Et on sait, son avocat l'a dit, là, qu'il va aller, il lui rend appel justement pour cette décision. Alors voilà, je vous rappelle que son film Un simple accident, c'est un drame vengeur clandestinement réalisé. C'est ça, très audacieux, réalisé dans la clandestinité en Iran même. Exactement. Et qui est en salle, en fait, disponible depuis 1 mois, là, si jamais ça vous dit de voir ce film. Ça fait plusieurs années que Ginette Renault, en fait, pas elle, tant que sa musique, n'est plus sur les plateformes de diffusion. Là, on pense à Apple Music, Spotify. Et là, la musique de Ginette Renault est de retour sur ses applications. C'est Noël avant l'heure, Mathieu. Oui, une centaine de succès. Et c'est 4 compilations doubles. Ouais, elle en a des succès, là. Elle en a. Il n'y a pas tout, mais je dirais une bonne partie de son catalogue, comme L'Essentiel, remixé, Ma vie, Je ne suis qu'une chanson. Donc, ce sont des grands titres. Mais bien sûr, il y a aussi 2 albums de Noël là-dedans. Elle a dit qu'elle voulait faire un cadeau Noël à ses fans, puis que ce n'est qu'un début parce que 2026, elle proposera d'autres belles surprises. Parce qu'en fait, ça faisait pas nécessairement partie de ses priorités d'être sur les plateformes de diffusion. Puis en plus, son distributeur, qui était Distribution Select, s'occupait à la fois de la distribution physique, mais aussi numérique, a fermé en 2021. Donc, il n'y avait pas vraiment de structure pour installer ça sur les plateformes. Alors voilà. Et souvenez-vous, 2023, son album C'est tout moi était en vente chez Jean Coutu. Alors maintenant, ça se peut. Et tiens, calendrier de l'Avent oblige, une petite chanson.